Bonjour à tous. Bonjour à tous, bienvenue. Bienvenue pour cette visioconférence qui va nous rassembler 1h15. 1h15 pour dire l'essentiel sur la situation dans laquelle nous sommes par rapport à un projet important de l'Europe, le portefeuille numérique européen. Mon nom est Guy de Felcourt, je suis consultant sur les questions numériques et je vais vous accompagner comme animateur et modérateur pendant cette visioconférence. Cette vidéoconférence est donc organisée par l'ID Forum en partenariat avec l'Alliance pour la confiance numérique, l'ACN, et la Fédération nationale des tiers de confiance du numérique, la FNTC. L'ID Forum vous donne dès à présent rendez-vous pour les journées du 31 mars, 1er et 2 avril 2026, dans lequel se déroule son forum annuel. Et j'attire particulièrement votre attention sur la journée du 31 mars, le mardi 31 mars, qui est la journée où il y aura l'ensemble des conférences de l'ID Forum. Je voudrais maintenant introduire nos orateurs. Je voudrais d'abord vous introduire vous, Monsieur Norbert Saxteter. Bonjour, vous êtes responsable de l'unité Identité numérique et confiance à la DG Connect, à la Commission européenne, et vous êtes avec nous depuis le Luxembourg. Bonjour Norbert. Bonjour tout le monde. Merci. Je voudrais ensuite vous introduire et souhaiter la bienvenue à Madame Linda de Bernardi, qui est à ma gauche. Madame Linda de Bernardi, vous êtes la responsable de la Fédération d'identité des citoyens, du pôle Fédération d'identité que nous connaissons plus en France sous le nom de France Connect. Et vous êtes responsable donc au titre de la direction interministérielle du numérique. Bonjour Linda. Bonjour à tous. Je voudrais saluer ensuite Monsieur Romain Santini qui est en face de moi. Monsieur Romain Santini, vous êtes directeur de programme au sein de DocaPost, du groupe La Poste. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Je voudrais aussi m'adresser à Monsieur Pascal Agosti. Pascal Agosti, vous êtes avocat associé, vous êtes docteur en droit, vous êtes de la société d'avocats Caprioli et Associés et vous représentez ici spécialement la Fédération des tiers de confiance du numérique. Vous êtes à distance. Bonjour Pascal, vous nous entendez? Tout à fait. Bonjour à toutes et tous. Merci, bonjour, beaucoup. Je voudrais aussi saluer Madame Juliette Caron qui est avec nous et qui est la chef de projet et la responsable des partenariats pour l'ID Forum. Et c'est vous, Juliette, que les entreprises doivent contacter si elles s'intéressent à ce sujet, qu'elles n'hésitent pas à vous contacter. Bonjour à tous. Effectivement, n'hésitez pas, vous avez mon contact sur la salle. Merci. Alors, pour introduire cette session sur le portefeuille numérique européen, deux petits rappels. Peut-être un premier rappel historique qui est de dire que ce règlement européen qu'on appelle eIDAS V2, qui a été publié l'année dernière et qui met en place ce portefeuille numérique, c'est un peu le troisième opus de l'identité numérique européenne. On peut rappeler qu'il y a un premier opus qui est la directive signature électronique en 1999, qui va, je dirais, mettre dans une configuration similaire les différents pays européens dans cette arrivée du numérique et de la dématérialisation et dans cette signature numérique. Et puis, en 2014, c'est le premier règlement eIDAS qui va mettre en place l'identité numérique, qui va mettre en place l'interopérabilité au niveau des services publics et élargir, bien sûr, les services de confiance numérique. Je pense au cachet, je pense au cachet électronique, je pense aux services de système de conservation des signatures, par exemple, mais il y en a bien d'autres. Et puis donc, le troisième volet qui a le mérite d'étendre la portée du règlement eIDAS en débordant le service public, en allant notamment vers les parties du secteur privé qui sont réglementées, et puis en abordant ce merveilleux outil qu'est le wallet. Et c'est le deuxième point de mon introduction, c'est que ce wallet
a beaucoup d'avantages et beaucoup de promesses qui sont attachées à lui. On ne peut pas bien sûr les dire toutes, mais il y en a trois qui me semblent importants de rappeler, qui sont peut-être les trois promesses les plus élémentaires, mais aussi les plus fortes. La première promesse, c'est de pouvoir réaliser des parcours numériques avec l'identité de bout en bout, c'est-à-dire la vérification d'identité, l'authentification et puis la signature numérique. Donc, c'est cette première, je dirais, profondeur de l'identité numérique. Le deuxième avantage, c'est la multiplication des formes d'identité qui sont utilisables au sein du wallet. Bien entendu, les titres d'identité régaliens, comme les cartes d'identité, mais également les attestations, quel que soit le type d'émetteur officiel, qu'il soit public ou privé, et puis, je dirais même les attributs, donc les données personnelles qui relient à une identité, peuvent être aussi vérifiées, qu'elles peuvent être attestées selon différents niveaux de confiance. Voilà, donc on a une grande variété des formes d'identité qui sont exprimables à travers le wallet. Et puis, peut-être aussi le troisième avantage, qui bien sûr, on l'expérimente déjà un peu avec nos applications numériques, c'est qu'on peut l'utiliser à la fois en présence et à distance. Voilà, donc on a je dirais, ces trois avantages fondamentaux. Alors, après cette introduction, je me tourne vers vous, Monsieur Norbert Saxteter, et je vous dirais que c'est un projet très ambitieux. Nous sommes 450 millions d'Européens, c'est un projet très ambitieux. Alors, on nous dit que les premières versions du wallet seront en place fin d'année prochaine. On nous dit qu'il y a une ambition globale en tout cas qui a été manifestée par la présidente de la Commission européenne, c'est qu'en 2030, on puisse avoir près de 80% des Européens qui utilisent ce wallet. Et donc, ma première question pour vous, Monsieur Norbert Saxteter, c'est quels sont les grands calendriers de déploiement entre ces deux dates du wallet? Quels sont les grands objectifs calendaires que les entreprises et les organisations doivent tenir en compte? Merci beaucoup Juliette, merci beaucoup Guy. Je suis ravi d'être avec vous, même de distance. Et j'en profite de vous donner quelques éléments de la part de la Commission européenne sur ce projet qui est clairement un projet très ambitieux, je suis tout à fait d'accord, mais un projet aussi très, très beau, très bel. En fait, c'est un projet qui motive beaucoup et il fait vraiment, il fait beaucoup plaisir de travailler pour ce projet. Je pense que pour tout le monde qui est dans ce cercle, je peux parler de cette manière. Je pense qu'il faut d'abord dire très clairement que l'échéance est vraiment l'année prochaine, fin 2026. Le règlement prévoit que tous les États membres proposent à leurs citoyens et leurs résidents, selon les règles nationaux, le wallet fin 2026. Et c'est une échéance qui était mise par le Parlement européen, le Conseil, en fait, les dirigeants de l'Europe, et puis c'était mis de manière très ambitieuse puisque c'est considéré un projet phare, un projet stratégique pour l'Europe. Alors la Commission européenne ne manquera pas de rappeler les États que cette échéance est une échéance concrète, une échéance à prendre. Alors d'abord, il faut vraiment, je pense, souligner de la part de Bruxelles ou de Luxembourg que l'année 2026, c'est une échéance précise et claire pour le délivrance de les wallets à tous les citoyens. Alors, je pense, pour encadrer ça un petit peu, si vous me permettez, il faut, je pense que c'est très clair, c'est un grand défi pour tout le monde. Hein. Je pense qu'on est déjà très, très loin. On est aux dernière étape du marathon et ça va être un sprint à mon avis hein, dans les mois à venir. On a déjà atteint une étape très importante avec pratiquement toutes les actes d'exécution adoptés. On voit d'adoption, on a la structure technique du wallet pratiquement finalisée. On va proposer l'adoption fin de cette année-ci au groupe d'experts des États membres. On a le template du wallet qui est un template technique qui peut être repris par les États membres
pratiquement finalisé sur les grandes structures et va être finalisé en printemps dans les premiers mois de l'année 2026, dans les derniers éléments. C'est très clair, je pense on est dans la finition, on est dans le finish de ce marathon. En même temps, je pense il y a des défis très importants au niveau national qui se posent maintenant, surtout au niveau de la structure de certification. Alors, de mettre en place des étapes, les différentes institutions qui doivent assurer la certification du wallet, alors qui doivent assurer que le wallet fonctionne de la même manière, soit qu'elle ait été mise en France, en Allemagne, en Finlande, par exemple, qu'elle est entièrement sûr et certain que tout le monde peut en relier sans aucun souci. Cette structure est très ambitieuse et c'est un travail très, très compliqué qui est mené au niveau national, mais aussi au niveau européen, tout de même que les défis passent un petit peu dans cette dernière période au niveau national. Côté Union européenne, on est quand même très engagé de soutenir les États. On va mettre à jour les actes d'exécution. Si je peux peut-être, Guy, encore mettre un peu notre cahier de charge devant nous, on est en train de mettre à jour les actes d'exécution, soutenir le processus de développement du volet de la certification avec une équipe très, très à point qui va soutenir ça. On va évidemment aussi travailler sur le développement des use cases au niveau européen, puisque les défis des États membres, ils sont très, très présents. Ils sont là au niveau de la construction du volet, de mettre en place la structure de certification, évidemment, engager la certification, travailler sur les cas d'usage et finalement aussi communiquer le projet au public qui n'est pas du tout une chose facile, je pense. Je vais peut-être m'arrêter là pour le moment. Merci. Merci Norbert. Juste peut-être revenir sur effectivement ces projets pilotes, ces consortiums. Est-ce qu'on apprend avec ces pilotes? Est-ce qu'il y a des choses qui, par rapport à l'avancée des actes d'exécution, donc la législation secondaire et puis les normes, l'architecture, est-ce qu'il y a des choses qui nous font peut-être nous reposer de nouvelles questions, ou est-ce que ça confirme plutôt les voies qui ont été engagées? Bon, il faut dire que Guy, c'est ce qu'il est de spécial au niveau du projet de wallet. C'est aussi un petit peu qu'on a travaillé dans le public comme un peu au privé, hein, puisqu'on a travaillé en parallèle sur le règlement, sur les actes d'exécution, sur les projets, sur le cadre juridique, technique, sur les standards. Alors, tous ces tracks qu'on avait engagés plus ou moins en parallèle pour pouvoir arriver au rendez-vous fin 2026 qui était prévu déjà en 2020, en octobre 2020 par le Conseil européen d'ailleurs. Alors, tout ça s'est engagé en parallèle et les projets pilotes, ils ont joué un rôle clé en fait dans cette entreprise, puisqu'ils ont pu identifier les défis, les différents éléments d'implémentation qu'on a pu réintroduire dans le processus de Architecture and Reference Framework, dans le processus de définition des structures et des règlements techniques. Alors, pour nous, les projets pilotes sont vraiment au cœur du volet, du projet volet. Il faut dire aussi qu'on a eu plus que, je pense, même plus que 400 sociétés privées et publiques, des autorités publiques et privées qui étaient engagées dans les projets pilotes. Et il nous reste, comme vous le savez, le deuxième génération des projets pilotes. La première génération a déjà pris fin. La deuxième génération est engagée sur des projets de paiement, des projets de transport, des projets qui sont intéressants pour l'industrie. Mais aussi, on est engagé dans le troisième volet des projets pilotes qui sont justement visés à soutenir les États membres d'être au rendez-vous fin 2026 sur le développement du volet, sur la certification, mais aussi au niveau de l'implémentation du Mobile Driving License. Alors, je dirais que les projets pilotes sont vraiment au cœur du défi
du wallet et tous les travaux sont en fait publics. Hein. C'est un travail qui est mené en toute transparence. D'accord. Merci beaucoup, Norbert. Donc, je retiens donc de ce que vous nous dites qu'il y a quelques points de vigilance. Par exemple, vous avez parlé de la certification, mais qui globalement, il y a quelques points d'innovation, comme par exemple le permis de conduire sur mobile. Mais globalement, vous êtes serein, vous êtes très serein sur les échéances qui ont été annoncées, même si, vous le dites très clairement, il reste encore beaucoup de travail qui avance en parallèle. Et qui doit bien sûr être effectué. C'est bien ça. Alors, merci pour ce point de vue qui est celui, on comprend, de la Commission européenne. Peut-être un petit filet un peu humoristique avant de me tourner vers la direction interministérielle du numérique ici en France. L'Europe se dote d'un portefeuille, non pas pour payer, mais pour exister dans le monde numérique. Voilà, c'est juste un petit clin d'œil. Et maintenant, je me tourne vers vous, Linda De Bernardi. Bonjour, merci encore d'être avec nous. Et alors, maintenant, on va se tourner vers la France. Alors, comment est-ce que la France perçoit ce portefeuille européen d'identité numérique et quels sont les objectifs du point de vue de l'administration française que vous représentez? Alors, si vous permettez, d'abord, je vous remercie pour cette initiative que je pense extrêmement importante parce qu'on a un vrai enjeu collectif en termes d'accompagnement, de communication autour de cet objet. Et peut-être que beaucoup, et enfin, je suis même sûre, de nos concitoyens ne savent pas encore finalement tout le travail qui est fait aujourd'hui en France pour être justement dans les temps. Fin 2026. L'ADINUM que je représente aujourd'hui, en fait, donc juste rapidement, je resitue, mais on pilote la stratégie du numérique de l'État. Et à ce titre-là, on travaille sur la question des identités numériques. Donc, le wallet fait partie des sujets que l'on pilote pour l'ensemble des administrations et donc en particulier dans les négociations sur la législation secondaire. À côté de ça, je coordonne directement aussi les différents services. Alors, je vais quand même les citer parce qu'il faut que tout le monde sache combien l'administration est engagée vraiment dans le sujet et aussi avec les acteurs privés comme Docapos ou les fédérations professionnelles, bien sûr. Donc, c'est l'ANSSI, c'est évidemment l'ANTS qui développe le wallet, c'est la CNIL, c'est la Direction générale des entreprises, c'est la Direction des libertés publiques, des affaires publiques et des libertés au ministère de l'Intérieur. Et donc, toute cette équipe qui est bien organisée pour préparer cette arrivée du wallet en France. Donc, pour nous, et je rebondis en fait sur la petite boutade, oui. Mais oui, en fait, c'est bien un enjeu d'exister. Et on doit exister. L'Europe doit exister. La France doit exister. On doit avoir nos portefeuilles. Évidemment. Parce que si on ne les a pas de toute façon, il y en a qui en proposent déjà. On le sait très bien. Et on veut avoir... aujourd'hui, on parle beaucoup de souveraineté. Voilà. Mais il faut poser le mot. Hein, c'est pas un gros mot. Et donc, la question, c'est celle-ci. C'est est-ce qu'on va avoir notre indépendance, notre souveraineté? Est-ce qu'on va pouvoir choisir nous-mêmes des portefeuilles européens avec tout ce que ça suppose d'enjeux par rapport à nos valeurs, justement, à la sécurité qu'on doit à nos concitoyens et en fait, finalement, à la construction de ce système de confiance dont on parle souvent. Le wallet, en réalité, pour l'État français, c'est un levier de transformation et c'est un levier, en réalité, pour réaliser cette promesse aussi qui fait partie des piliers de l'Union européenne, la libre circulation des personnes, des services. Le wallet, c'est un levier pour concrétiser tout ça, mais avec un cadre de confiance. D'accord. Donc, proposer aux citoyens français et aux entreprises de pouvoir utiliser ce moyen d'identification pour mieux vivre et se développer dans la sphère numérique. Hein, c'est bien ça. En toute sécurité, avec un enjeu de protection aussi de données personnelles.
évidemment, qui est extrêmement important au regard de nos valeurs, et un enjeu vraiment, j'insiste, de souveraineté aussi par rapport aux technologies américaines en particulier. D'accord. Alors, vous nous avez parlé de la coordination au sein des différentes sphères de l'État, de l'administration française. Vous nous avez parlé un petit peu du travail avec l'Europe, mais peut-être si c'est une question un peu que vous pouvez approfondir, comment vous travaillez avec l'Europe. Et puis, je voulais aussi vous demander en quoi l'implication de l'État dans des consortiums comme Potential, Aptitude, d'autres peut-être, pourquoi est-ce qu'elle est importante pour l'approche française? Pourquoi est-ce que vous mettez un peu les mains dans le cambouis, si je peux dire ça, hein? Alors, la coopération, elle est très étroite. Déjà, je salue vraiment le travail que l'on mène avec la Commission européenne, l'écoute de la Commission européenne, qui mène ce projet quand même tambour battant, hein, il faut le dire, pour atteindre cet objectif de 2026. Et comme l'a expliqué Norbert, en fait, on travaille, on fait tout en même temps. Hein, on pose le cadre juridique, on travaille sur les spécifications techniques, la standardisation, enfin, tout se fait en même temps et on apprend en même temps grâce à ces pilotes-là. Donc, en fait, la France et l'administration s'attachent, alors, via ce collectif dont je vous ai parlé de services en France, à être présente sur tous ces fronts-là. Donc, ça mobilise des experts dans des travaux hebdomadaires. Enfin, il faut aussi que quand je dis que derrière, le grand public ne sait pas encore aux entreprises combien ça mobilise les services, il faut vous dire du côté de la France, de tous les États membres et de la Commission, ce sont des réunions toutes les semaines sur tous ces différents sujets. Donc, à la fois la partie juridique, à la fois la RF et les différentes architectures techniques, à la fois la certification, à la fois les spécifications techniques. Toutes les semaines, ce sont des heures et des heures de réunions d'experts pour définir collectivement, en fait, l'ensemble de ces éléments. Et donc, pour nous, en France, on a une posture qui est finalement très équilibrée parce que à la fois, on est très mobilisés dans tous ces travaux-là et à la fois, on est très en lead dans, justement, les projets pilotes. On a été en lead avec France Titre, en particulier sur le consortium Potential, et aujourd'hui, France Titre coordonne le nouveau pilote qui vient d'être lancé, Aptitude, avec ces nouveaux cas d'usage. Donc, en fait, notre approche, voilà, c'est un petit peu ces deux piliers-là, c'est-à-dire qu'on teste en temps réel et on accompagne cette dynamique-là, et ce qui nous permet justement d'être aussi réactif et force de proposition dans la manière dont on pense que les standards techniques ou les spécifications doivent être rédigés. Bon, typiquement, c'est un dialogue permanent avec l'ANTS qui implémente et avec tous les acteurs qui travaillent aussi pour savoir si telle spécification technique sera pertinente, tel standard sera pertinent ou ne sera pas pertinent pour être déployé, implémenté ou non. D'accord. Donc, c'est ce dialogue un petit peu permanent. D'accord. Merci bien. Et alors, vous avez entendu Norbert, il est assez serein sur ces échéances de fin 2026. Et donc, qu'est-ce qu'il en est du point de vue français? Qu'est-ce que vous attendez dans un an? Est-ce qu'il y a une stratégie qui va être définie, qui va être mise en place? Comment vous approchez? Parce qu'un an, c'est demain, les entreprises doivent se préparer, les organisations aussi, les administrations publiques aussi. Oui. Voilà. Et donc, quel est un petit peu je dirais le plan d'action de la France par rapport à cette échéance? Alors, déjà, moi aussi, je veux rassurer l'écosystème français. Et je pense que Norbert ne me contredira pas, mais s'agissant de la France, alors je rappelle que l'obligation, c'est de proposer au moins un wallet en 2026. Il pourrait y avoir d'autres wallets, mais au moins chaque État membre doit en proposer au moins un. Donc, cette cible-là, on est serein en France et très confiant, compte tenu de l'investissement extrêmement important qui est fourni aujourd'hui, en particulier par France Titre, et qui s'illustre justement dans tous les cas d'usage et dans toute la conduite et les travaux des deux consortiums dont on a pu parler. Donc, d'un point de vue technique, sur une base minimale,
et au moins de ces cas d'usage-là, nous, on a déjà finalement avec France Identité une application solide sur laquelle s'appuie après vont s'appuyer un certain nombre de cas d'usage. Donc, on ne part pas par rapport à d'autres, on ne part pas de rien. Et puis, on a déjà des acteurs qui travaillent du côté de la certification, sur le schéma de certification. Voilà. Donc, nous, on est bien impliqués dans tous les chantiers. Après, c'est vrai que le vrai enjeu, ça va être de mettre en place des autres briques. Il y a le wallet provider, et puis il va y avoir l'enregistrement des parties utilisatrices, il va y avoir la gestion des attributs, la gestion des certificats. Enfin, voilà, on a 1 an à peu près pour y arriver. Alors, c'est quelque chose que l'on travaille actuellement en coordination et qu'on travaille dans un cadre qui est un peu plus global, finalement, qui n'embrasse pas que la question du wallet. Parce que le wallet, c'est un enjeu d'identité, un enjeu de data aussi. C'est un enjeu qui fait partie d'une stratégie plus large qui est celle des identités numériques. Voilà, une stratégie sur laquelle on travaille avec les mêmes acteurs et qui a vocation à être stabilisée dans les prochains mois. D'accord. Et qui va. Ça veut dire avant la fin de l'année ou en début d'année prochaine? Alors, la difficulté, c'est que, comme toute stratégie nationale, elle demandera une validation de nos autorités et elle supposera un petit peu de stabilité qui n'est pas. Enfin, voilà, ce sur quoi je ne peux pas m'engager à ce jour. Donc, vous dire que les différents services de l'administration travaillent intensément et vont consulter, je profite aussi de cette audience parce que ce soit STM, FMTC, acteurs privés avec la DGE ou autres, ils sont consultés. Cette stratégie a la vocation finalement à dire comment on va atteindre cet objectif de 80% en 2030. Via le wallet et pas seulement, parce que l'identité numérique, c'est plus large. C'est plus large. Oui. Et donc, on va adresser cette question-là. Maintenant, en termes d'échéance, quand on aura un gouvernement stable, on sortira au mieux, au plus rapidement, une stratégie nationale. Mais on peut espérer qu'en début d'année prochaine, on ait quelque chose. C'est l'objectif. Hein, voilà. C'est l'objectif. En tout cas, c'est l'objectif qui est poursuivi. Et c'est très important puisqu'on a ces échéances qui arrivent maintenant. Merci beaucoup, Linda, pour nous avoir éclairé là-dessus, sur ce point de vue de la direction interministérielle du numérique. Alors, effectivement, l'identité, c'est ce qui nous reste un peu quand on a tout partagé. Il y a cette phrase qui nous rappelle un peu que avoir une identité, ce n'est pas toujours tout montrer, mais c'est savoir choisir un peu ce qu'il faut montrer. Et alors, je me tourne vers vous, Romain Santini, pour vous poser déjà cette première question, c'est comment DocaPost accompagne le développement des wallets européens d'identité et qu'est-ce qui, selon vous, quels sont les points plutôt critiques et quels sont les points, au contraire, plutôt satisfaisants? Comment vous voyez, vous, ce processus que vous accompagnez depuis déjà un certain nombre d'années en tant qu'expert? Alors, merci beaucoup Guy, très heureux également d'être ici. Alors, DocaPost, filiale numérique du groupe La Poste, tout le monde connaît. On est aujourd'hui très présent, depuis plusieurs années, je dirais sur tout le spectre de la confiance numérique, donc à la fois via l'identité numérique de La Poste, et je pense la solution la plus connue du groupe, mais d'autres actifs en matière d'identité, de vérification d'identité, qu'on parle de vérification d'identité à distance, qu'on parle d'orchestration d'identité, d'intégration de l'identité dans les parcours, ou qu'on parle de tout ce qu'on appelle les services de confiance, signature, horodatage, archivage, etc., etc. Donc, le positionnement et l'accompagnement qu'on peut faire sur le portefeuille européen d'identité numérique, ça s'inscrit quelque part dans une suite logique de ces activités-là, puisque le portefeuille, au final, ce n'est rien d'autre qu'une extension, une évolution de l'identité numérique et une consolidation d'un certain nombre de services de confiance qu'on vient fédérer autour. Du partage d'attestations, de justificatifs dématérialisés, de la signature électronique, du cachet. Et si on tire le fil, Linda en parlait un peu tout à l'heure, autour du wallet, il y a tout un écosystème également qui tire aussi des besoins en confiance numérique. Si demain j'utilise un portefeuille pour envoyer des données d'identité, pour envoyer une attestation, je vais avoir en face un accepteur qui a besoin de pouvoir vérifier ces données, qui a besoin de pouvoir conserver des éléments de preuve, pouvoir les ressortir en cas de litige, etc., etc. Donc, en fait, sur l'ensemble de cette chaîne, je dirais qu'on est assez directement concerné, soit via la fourniture de solutions expertes diverses et variées,
mais également dans un rôle d'opérateur de plateforme pour un certain nombre de nos clients, ou pour nous-mêmes, ou pour le groupe La Poste, qui demain seront amenés à bénéficier de l'usage du portefeuille d'identité numérique et à l'intégrer. Donc ça, c'est d'où on vient. Et concrètement, ce qu'on fait aujourd'hui sur le sujet, je dirais qu'on a deux actions principales. Enfin, une première qui est évidemment le développement, l'évolution de nos propres offres, qui vont contribuer, je dirais, de manière collective à ce que demain le portefeuille fonctionne bien, parce qu'on a besoin d'un écosystème public, privé, je dirais avec plusieurs acteurs privés pour s'assurer qu'on sache passer à l'échelle et qu'on sache vraiment gérer le déploiement auprès de l'ensemble des utilisateurs. Mais on a également en parallèle un investissement au sein des projets européens qui ont déjà été nommés. Donc je pense à Potential, qui était effectivement piloté par l'agence France Titres, qui visait, aux côtés de 3 autres projets à large échelle, je dirais, à commencer à expérimenter, à réfléchir sur les cas d'usage du portefeuille. Et ce qu'on a trouvé de très positif dans Potential, c'est une volonté, au-delà de la réflexion des spécifications sur les cas d'usage, de commencer vraiment à déployer des composants techniques et à tester l'interopérabilité entre fournisseurs de solutions, qu'ils soient publics, qu'ils soient privés. On a eu tout un ensemble d'événements technologiques, de hackathons, de tests d'interopérabilité, qui, je trouve, ont été assez rassurants parce que ça a permis de s'assurer, alors qu'on était encore, je dirais, à 2 ans de l'échéance, que ça commence à fonctionner. Qu'on a des portefeuilles de plusieurs États européens qui savent interopérer avec des solutions d'acteurs publics ou privés d'autres États. Je crois que l'événement dont je me souviens avec la plus grande dimension devait avoir 17 pays représentés, avec un mélange d'entités publiques et privées au sein de ces différents pays. Et on est arrivé à un résultat d'à peu près 70% d'interopérabilité. Moi, j'aime bien voir le verre à moitié plein. Je me dis que c'est pas mal 2 ans avant l'échéance d'en arriver là. Et ça, pour le coup, c'est vraiment quelque chose de très positif, parce que ça commence à montrer qu'il y a du concret. Alors que pourtant, le paysage est mouvant. Norbert évoquait le calendrier tout à l'heure, Linda évoquait tout ce qui reste à construire d'ici fin 2026. Et pour autant, ça commence à marcher et on sent une vraie volonté des acteurs d'y aller. Et donc là, ça se poursuit aujourd'hui avec je dirais 2 nouveaux projets à large échelle qui commencent. Un qui s'appelle Aptitude, qui est porté toujours par France Titres. Très centré, je dirais, sur les cas d'usage régaliens, les cas d'usage du citoyen, le voyage, le transport et le paiement. Il y a un autre consortium qui s'appelle WeBuild, qui est porté par la Chambre de commerce néerlandaise et le registre de commerce suédois, donc KVK et Bolagsverket. Je ne suis pas sûr que la prononciation soit bonne, mais c'est l'idée. Et qui, lui, se concentre sur les cas d'usage des entreprises, des personnes morales. Que ce soit la connaissance des clients, la connaissance des fournisseurs, la facture électronique, etc. Et en intégrant là encore une dimension paiement, qui a d'être un cas d'usage du quotidien qui revient régulièrement et qui devrait permettre de servir de pilote un portefeuille européen d'entreprise qui viendra compléter le portefeuille d'identité numérique du citoyen. D'accord. Merci Romain pour ces descriptions. Alors la question que je voudrais vous poser, c'est qu'on est quand même à 1 an de l'échéance. Comment mobiliser à la fois le secteur privé pour l'arrivée de ces wallets à partir de l'an prochain, et comment peut-être aussi sensibiliser le grand public pour favoriser l'adoption de ces wallets et leur usage. Est-ce que vous avez un peu une idée sur ces 2 grands sujets? Je peux avoir quelques pistes de réflexion, mais alors sur la mobilisation du secteur privé, je pense qu'il y a 2 façons d'entendre le secteur privé. Il y a le secteur privé faiseur, contributeur au déploiement et à la réalisation des portefeuilles et de l'écosystème du portefeuille. Là, je pense qu'il y a effectivement une attente assez claire de la stratégie d'identité numérique de l'État pour comprendre exactement quels sont les terrains de jeu légitimes des uns et des autres. Un certain nombre de sujets qui sont, je dirais, le sujet légitime de l'État. Il y a d'autres sujets qui sont clairement du côté du secteur privé, à mon sens, et d'autres qui sont un peu plus en zone grise. Et là, aujourd'hui, le secteur privé a besoin de comprendre où est-ce qu'il a un terrain de jeu naturel, où est-ce qu'il peut s'exprimer sans rentrer dans une concurrence, je dirais, inefficace avec l'État. Donc ça, c'est un premier sujet, et ça avance concrètement de ce que j'en vois. Un deuxième sujet qui paraît également important, je dirais que c'est la sensibilisation, pas tant du grand public, mais des accepteurs.
Moi, j'ai beaucoup d'échanges avec des entreprises privées dans différents secteurs d'activité. Il y a encore une connaissance assez faible de ce qu'est le portefeuille européen d'identité numérique. Chaque fois que je rencontre une entité, je repars vraiment de la base, c'est une identité numérique, plus des attestations, plus une signature. Enfin, aujourd'hui, on est très loin d'être sur un acquis, sur ce qu'est cet objet et ce qu'il permet. Et on est encore très loin, je pense, pour la plupart des acteurs, d'une bonne compréhension de ce que ça peut leur apporter, en fluidification, en amélioration de leur processus, en lutte contre la fraude, etc. Et je pense qu'au final, je peux me tromper, mais je suis assez convaincu que l'adoption du portefeuille, elle fonctionnera avant tout si les accepteurs, si les fournisseurs de services en sont convaincus et l'intègrent dans leur parcours. Alors, soit en sont convaincus, soit sont soumis à une contrainte réglementaire, c'est aussi une option, plutôt que si le grand public veut l'utiliser. En fait, le citoyen, on peut le convaincre tant qu'on veut. Si les cas d'usage du portefeuille, c'est s'identifier sur les impôts une fois par an ou sur le compte formation une fois par an, ça ne prendra pas. Par contre, s'il s'aperçoit que les attestations provenant du portefeuille sont vraiment acceptées par tout le monde pour tous, quand il candidate à un emploi, il peut envoyer un diplôme dématérialisé, que quand il souscrit un crédit, il peut envoyer un justificatif de revenus, je dirais pas anonymisé, mais en tout cas minimisé par rapport à des fiches de paie, etc., etc. Ça lui apporte vraiment de la simplicité au quotidien. Ça fonctionnera et ça, je pense que ça passe vraiment par la pédagogie de l'écosystème. Et alors, cette partie-là de mobilisation et d'intérêt des parties utilisatrices, est-ce que ça dépend là aussi de la stratégie numérique de l'État ou est-ce que ça dépend, je dirais, du fait qu'il faut qu'il y ait plusieurs wallets? Par exemple, ce n'est pas juste le wallet de France Titres, il faut qu'il y ait plusieurs wallets publics, voire privés, émis en France, comme dans d'autres pays européens. Enfin, on a des exemples européens qui sont déjà assez intéressants. Par exemple, je pense au MyBuy dans Pologne, c'est un wallet public, mais qui a un grand nombre de cas d'usage. On a des wallets privés, je pense peut-être à Etsy en Belgique, enfin d'autres systèmes qui captent énormément d'intérêt de la partie des populations. Qu'est-ce qui, selon vous, fait qu'on peut y arriver en France à un résultat voilà. Est-ce que c'est juste le fait que l'État n'est pas encore tout bien défini ou est-ce qu'il y a vraiment une mobilisation à organiser donc, vous êtes une entreprise à la fois assez exemplaire parce que vous êtes à la fois justement dans la partie des entreprises qui développent le wallet et puis vous êtes aussi, je pense, au groupe La Poste qui est un grand groupe qui a beaucoup de services et qui a un intérêt légitime aussi pour utiliser ce type d'outils. Alors, je vais répondre au regard de la casquette que je porte, c'est-à-dire que là, j'avoue que je n'ai pas de conviction forte sur le nombre de wallets publics, privés qui doivent exister. Là, je pense plutôt qu'on sera en attente de la stratégie de l'État sur le sujet. Maintenant, il y a, je pense, deux espaces où il faut que le privé comprenne assez clairement s'il peut et s'il doit se positionner. Là, je pense que c'est l'espace de positionnement du privé. Le premier, c'est sur le portefeuille européen d'entreprise, ce qui s'adresse vraiment aux entreprises, aux personnes morales, où aujourd'hui, ça paraît, je dirais non, enfin ça paraît, c'est explicitement non couvert par France Identité, et où on perçoit qu'il y a quand même un besoin de compréhension des enjeux du secteur privé, un besoin de fourniture de services à valeur ajoutée complémentaires et de support aux entreprises qui va au-delà de ce que l'État peut naturellement faire à mon sens. Et il y a les briques d'écosystème, l'intégration de portefeuille dans les parcours, l'archivage, enfin tout ce qui va derrière, tout ce qui permet d'accepter un portefeuille, que ce soit France Identité ou un autre. Donc effectivement, ça je pense que c'est un élément qu'on peut exprimer. Après, sur la multiplicité d'identités ou wallet public, là, je renvoie à la DINUM et à l'État la réponse éventuelle à la question. D'accord. Merci beaucoup, Romain, pour avoir répondu à nos questions. Alors, avant de me tourner vers vous, Pascal, je voudrais peut-être lui dire, voilà, je pense, et donc je m'authentifie, c'est un petit peu aujourd'hui la position dans la société numérique où dès qu'on se connecte à un écran, il faut qu'on s'authentifie, qu'on soit sûr qu'on est bien la personne que l'on prétend être. Et alors, Pascal Agosti, bonjour, et je voudrais savoir comment vous, qui êtes un peu de l'autre côté de la barrière, qui est celui des associations professionnelles, notamment la FNTC, comment est-ce que vous accueillez l'arrivée des portefeuilles d'identité numérique
et je dirais quelles sont un peu les initiatives de la FNTC sur ce sujet plus large qu'on a évoqué sur l'identité numérique. Tout d'abord, comme tous les participants à cette table ronde, je tiens à remercier l'ID Forum pour l'organisation avec la CN avec la CN pour l'organisation de cette table ronde qui me semble, ma foi, fort utile. Écoutez, là, je vais prendre ma casquette de membre de la FNTC, de la Fédération des tiers de confiance du numérique. On a la chance au sein de cette association d'avoir différents types d'adhérents. On a des adhérents qui sont prestataires de services de confiance, c'est-à-dire des personnes qui délivrent du certificat, qui ont aussi peut-être en volonté de saisir la perche du règlement IDAS 2 avec tout ce qui va concerner la délivrance d'attestation d'attributs, c'est-à-dire, parce que ça, il faut juste expliquer pour certaines personnes qui ne sont pas aussi expertes que nous et que certains participants à notre table ronde, une attestation d'attributs, c'est le fait de dire que Pascal est majeur. Pour vous donner un exemple, ou que j'ai le permis de conduire. Donc, ces attestations d'attributs qui vont être l'une des fonctionnalités importantes du portefeuille européen d'identité numérique. Donc, première chose, c'est donc de comprendre que les prestataires de services de confiance qui sont membres de la FNTC, qui sont adhérents de la FNTC, ils se posent la question de comment est-ce que cette nouvelle réalité va pouvoir me bénéficier, tout simplement. C'est-à-dire comment est-ce que je vais pouvoir m'intégrer, comment je vais pouvoir faire en sorte, par exemple, de faciliter la délivrance d'un certificat en m'appuyant sur les données d'identification personnelle d'un titulaire de wallet. Voilà. Ça sera par exemple une réflexion qui doit être menée. Ensuite, on a aussi, et là je change de casquette, enfin j'ai toujours la même casquette, mais je suis du côté d'autres adhérents, des adhérents qui sont eux clients de ces prestataires. Et eux, ils n'appréhendent pas véritablement ce portefeuille européen d'identité numérique. C'est quelque chose qui pour eux est une terra incognita. Je reprends un petit peu les commentaires que Romain a fait tout à l'heure en disant, voilà, il y a un travail de maturation du marché. On n'est pas encore sur le portefeuille européen d'identité numérique, qui est une évidence. On découvre quelque chose, on effeuille quelque chose. Donc, par rapport à ça, juste pour dire, il y a un travail de pédagogie qui est nécessaire à destination de certains membres. Et c'est ce que nous faisons au sein de la FNTC. C'est-à-dire, la question que vous m'avez posée, Guy, c'est quelles sont les initiatives en matière d'identité numérique? Eh bien, par rapport à ça, au sein des différents groupes de travail de la FNTC, eh bien, il y a des guides qui sont établis, des guides sur le Know Your Business, et qui justement sont là pour avoir cette appréhension de l'identité numérique professionnelle. Vous avez également un guide là, qui va sortir d'ici la fin du mois sur les actes d'exécution relatifs au portefeuille d'identité numérique. Et par rapport à un point qui est très particulier, c'est comment bénéficier de cela quand je suis une partie utilisatrice. Alors, qu'est-ce que c'est une partie utilisatrice? C'est une entreprise privée, notamment, qui souhaite pouvoir recourir aux données d'identification personnelle et aux attestations d'attributs qui figurent dans le portefeuille européen d'identité numérique pour fournir à ce titulaire de portefeuille un service qui sera dédié. Donc, ce qu'on a voulu faire, c'est de dire, voilà, si vous commencez à réfléchir à rentrer dans le sujet, eh bien, peut-être regarder comment devenir partie utilisatrice. Mais sachez que à côté de ça, moi, je partage la réflexion de Linda autour de la souveraineté. Et ça aussi, c'est un point qui est important au sein de la FNTC, c'est que nous sommes soucieux de la souveraineté numérique. Nous sommes soucieux d'avoir une appréhension européenne, parce que ça, c'est quelque chose qui est un mot très important au sein de la FNTC, européenne de ce qu'est l'identité numérique. Et à ce titre, à la fin du mois de novembre, nous organisons des assises
de la confiance numérique sur le thème de la souveraineté numérique, avec l'idée, est-ce que c'est une réalité ou une illusion? Et je pense que ce que nous sommes en train de faire autour du portefeuille européen d'identité numérique doit être perçu comme une concrétisation, une réalisation de ce que doit être l'Europe numérique. Ça, c'était un point qui était très important à mon sens, Guy. Merci Pascal. Alors, moi, il y a une question que j'ai envie de vous poser. C'est, vous êtes aussi un éminent avocat qui côtoyait les entreprises sur ces questions. Quelles sont justement les attentes et les questions que vous posent les entreprises vis-à-vis de ce nouveau règlement eIDAS V2 et comment appréhender juridiquement un peu l'arrivée du portefeuille pour les entreprises qui souhaitent en profiter, notamment comme partie utilisatrice, c'est-à-dire par exemple pour l'onboarding des clients, pour l'acceptation de la délivrance de nouveaux services où on doit vérifier des droits ou des attestations. Comment ça se passe de ce point de vue-là? Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est un mot que je vais reprendre, c'est le mot de pédagogie. Là, ce que l'on voit, c'est qu'il y a une intuition de la part des entreprises dans différents secteurs. Là, c'est notamment dans le secteur financier. Elles se disent, il y a quelque chose à faire avec ce portefeuille européen d'identité numérique. Oui, mais quoi? Voilà, on en est là. On en est au oui, mais quoi? Donc, la première chose à faire, c'est comme vous venez de le faire, que ce soit Linda ou Norbert, c'est de rassurer. Rassurer sur le fait que le calendrier ne va pas être décalé, sur le fait que les investissements qui pourront être aussi du côté des entreprises privées puissent être réellement valorisés. Donc, je pense que c'est ça qui est important. Comment ça se passe? Elles se disent, voilà, moi, ce que j'aimerais, c'est fluidifier mon parcours. On parle plus de fluidification de parcours plutôt que d'onboarding. Ça plaît plus parce que dès le moment où on parle de onboarding, on est déjà dans une sphère conformité et c'est d'autres vecteurs qui rentrent en jeu. Je vous donne juste un petit truc et astuce. On a un horizon, il y a l'horizon 2026, fin décembre 2026, pour ce qu'ont dit Linda et Norbert sur le au moins un portefeuille européen d'identité numérique par État membre. Et il y a un autre horizon, c'est fin décembre 2027, fin 2027, pour les entreprises régulées, par rapport qui ont un besoin en matière d'identification, un besoin fort d'identification, et qui, elles, vont devoir accepter justement ce qui ressort du portefeuille européen d'identité numérique. Donc, elles se disent, voilà, maintenant, je sais que j'ai ces exigences, qu'est-ce qui va se passer? Donc, les questions qui me sont posées, c'est quoi? C'est d'abord quel rôle moi je vais jouer? Quel rôle je peux avoir? Est-ce que je vais être partie utilisatrice? Alors, partie utilisatrice, OK, on a un règlement d'exécution, donc un acte d'exécution secondaire qui a été sorti. Super, nickel, pour moi, ça va très bien, mais comment ça va se passer? Et là, on se retrouve effectivement avec des choses qui sont un peu troubles et nous attendons, vous l'imaginez, Linda, avec impatience, la stratégie française en matière d'identité numérique, parce que ça va être hyper important pour savoir, parce que je subodore qu'il y aura tout ce qui va concerner la politique d'enregistrement, l'autorité d'enregistrement auquel les différentes entités vont devoir se référer pour pouvoir se déclarer comme partie utilisatrice. Et puis, si je suis partie utilisatrice, ça va être pour un service déterminé. Je ne vais pas pouvoir avoir un accès au buffet que constituerait un portefeuille européen d'identité numérique. Rappelons-le, c'est le citoyen, c'est aussi le consommateur, parce qu'il faut savoir que dans la période dans laquelle on est, le citoyen est aussi un consommateur qui va donner un accès aux données justement fines et pas se retrouver avec des grands ensembles. Donc, il va falloir que je réfléchisse en tant qu'entreprise à quelles données vont m'être utiles par rapport aux services que je veux fournir. Ça va faire partie de tout ce qui va concerner la politique d'enregistrement dont je viens de parler. Et ce qu'il faut aussi avoir à l'esprit, c'est qu'il y a d'autres fonctionnalités avec une fonctionnalité point d'interrogation autour de cette fameuse signature électronique qualifiée, qui est une des fonctionnalités donc, fournies à destination des titulaires et qui pourra être gratuite selon certaines circonstances
lorsqu'on utilise cette signature électronique qualifiée à des fins non professionnelles. Enfin, ça sera suivant ce que voudra faire l'État membre. C'est donc avec réserve. Donc, pour bien comprendre quelque chose, on est sur une signature électronique qualifiée. Donc, je vais être précis parce que j'ai peur de ne pas l'avoir été, qui sera gratuite lorsqu'elle est utilisée à des fins non professionnelles, qui pourra l'être si l'État membre le souhaite à des fins professionnelles. Donc, c'est ça, c'est dans cet ordre-là. C'est écrit en tout cas dans le règlement IDAS par rapport à ça. Donc, savoir un petit peu comment je peux l'utiliser. Et puis, la question qui m'est posée assez régulièrement et sur laquelle je ne peux avoir que des bribes de réponse, c'est où se trouvent les coûts cachés pour moi qui vais en profiter? Qu'est-ce que je vais devoir payer? Parce que actuellement, lorsque je mets à disposition de la signature électronique à destination de mes clients ou prospects, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est moi qui paye la délivrance du certificat auprès du prestataire de service de confiance. C'est-à-dire que, évidemment, pour le client final, il ne voit rien, mais pour moi qui cherche à le fidéliser, c'est à moi de payer. Donc, la question qui est posée, c'est où sont les coûts cachés? Et il y a un autre point qui a été indiqué, encore une fois tout à l'heure par Linda, c'est tout ce qui va concerner la gouvernance de mes données. C'est-à-dire comment est-ce que moi, par rapport à ça, je vais pouvoir donner l'accès, retirer l'accès à des données qui me sont personnelles. Donc, il y a tout un équilibre à faire, toute une réflexion à avoir pour que l'écosystème puisse se dire je vais y aller et je sais que mon retour sur investissement sera à horizon 2028, 2027. Donc, c'est un investissement, mais je sais qu'il y aura un retour. Donc, on a besoin, comme vous l'avez dit, Linda, encore une fois, je vous cite beaucoup, de la stabilité. Il faut de la stabilité politique, c'est une chose, mais il faut également des usages. Et puis, moi, je reviens un petit peu sur quelque chose que je n'ai pas compris. En tout cas, je n'ai pas eu la même chose, la même vision. Guy, vous avez dit à un moment donné que le portefeuille européen ne servait pas à payer. Et pour moi, justement, il y a des cas d'usage, comme on l'a évoqué sur les consortiums, qui parlent justement de paiement électronique. Donc, peut-être que je n'ai pas compris ce que vous vouliez dire, mais pour moi, le portefeuille européen d'identité numérique… Pascal, on va y revenir. Je ne voudrais pas trop complexifier le sujet maintenant parce qu'on a déjà un sujet très dense. Déjà, je voudrais vous remercier pour votre réponse qui était, j'ai trouvé, très complète sur les attentes des entreprises, les questions qu'elles se posent vis-à-vis du portefeuille numérique européen. Je reviendrai plus tard sur la question du paiement. Je voudrais, parce que le temps tourne et je voudrais qu'on puisse prendre quelques questions de l'assistance. Mais je voudrais d'abord, il y a une question d'ailleurs qui est revenue aussi dans l'assistance, vous posez, c'est à l'ensemble des orateurs, mais peut-être en premier à vous, Monsieur Norbert Saxteter, vous posez une question sur le portefeuille d'identité numérique business, qu'on appelle business. Au début, on a eu l'impression que les deux projets étaient un peu couplés ensemble, et puis qu'au fur et à mesure où les discussions avançaient, les deux projets se séparaient. C'est-à-dire, d'un côté, on avait le portefeuille d'identité numérique grand public et de l'autre, le portefeuille d'identité numérique professionnel, enfin, en tout cas, business, le business wallet. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot, Monsieur Norbert Saxteter? Et Norbert, est-ce que vous pouvez nous en dire un mot et peut-être nous préciser aussi quel est un peu le calendrier à envisager pour ce portefeuille professionnel? Volontiers, Guy, merci beaucoup. D'abord, je pense qu'on vient de dire que on ne parle pas des propositions complètement différentes, même en fait, légalement, c'est une proposition différente que la Commission va soumettre d'ailleurs le 19 novembre prochain. Alors, c'est sur l'agenda du collège pour le moment, le 19 novembre prochain, alors dans 15 jours. L'idée de cette proposition, c'est de compléter en fait l'écosystème du wallet et de ne pas faire strictement beaucoup de choses que ce qui était prévu de début dans le contexte du wallet, c'est d'agir aussi au niveau des entreprises. Alors, c'est ce qui s'est passé entre qu'on a fait la première proposition ou conçu la première proposition dans les années 2020-2021.
le monde des entreprises a largement évalué, le contexte politique a évolué, et je pense qu'on est aussi dans un contexte politique qui est au niveau européen, dans le contexte compétitivité, cost reduction, efficiency. Et alors, la vocation du business wallet, c'est de proposer ce que le wallet des personnes propose déjà. Alors, une identification toutes les entreprises au niveau européen. Alors, elle va prévoir un système d'identifier de toutes les entreprises au niveau européen qui souhaitent souscrire au business wallet. Elle va pouvoir gérer la partage des documents, plus ou moins ce qui fait aussi par le wallet des personnes en utilisant le système IIDAS, mais aussi au-delà. Elle va établir un channel de communication entre le public et le privé pour pouvoir répondre aux exigences, aux demandes du public au niveau du reporting. Alors, il y a toute une série de fonctionnalités qu'on n'aurait pas pu rajouter au wallet des personnes, si vous voulez, de manière logique, de manière techniquement crédible. Alors, c'est ce qui se passe. On crée un écosystème du wallet des personnes physiques, du wallet des personnes morales, des services de confiance qui forment un triangle de digital public infrastructure européen, en fait, hein, de l'infrastructure publique européenne. C'est ce que Pascal, je pense, vous en avez parlé. C'est clairement un objectif stratégique de nous doter de cette infrastructure au niveau européen qui touche au même niveau les personnes, les entreprises, et créer un champ de confiance, de sécurité qui nous est propre et qui n'est pas géré par les plateformes, par exemple. Merci, merci Norbert. Est-ce que vous voulez dire un mot sur le business wallet, Linda, Romain ou Pascal? Moi, je peux en dire un mot. Enfin, je pense que c'est quelque chose qu'on attend assez impatiemment, je dirais. Ce qu'on voit aujourd'hui sur le portefeuille européen d'identité numérique, premier point, c'est un certain nombre, je dirais, de contraintes technologiques ou de choix de conception qui sont, je dirais, volontairement et à juste titre protecteurs du citoyen. Enfin, je pense à l'enregistrement des parties utilisatrices, je pense à l'intégration, à la minimisation des données, de la pseudonymisation, de ce genre de technologie. Un niveau de garantie élevé, là encore, et je dirais à juste niveau pour assurer la sécurité des échanges pour les citoyens et protéger de la fraude et de l'usurpation d'identité, mais qui sont autant, je dirais, de barrières à l'entrée, ou en tout cas d'augmentation du coût initial pour un acteur privé qui souhaiterait se positionner sur le sujet, et qui paraissent un petit peu démesurés si on s'intéresse au sujet des entreprises, des personnes morales et de leurs besoins aujourd'hui. Donc là, on attend impatiemment de voir cette proposition, de voir à quel niveau tout ça se situera, quel sera le cadre autour. Mais c'est un vrai potentiel d'être un accélérateur de transformation numérique pour les entreprises, pour l'identité numérique des entreprises. Je dirais qu'on est assez impatient de tester ça dans le cadre du consortium WeBuild. D'accord. Merci, merci Romain pour cet éclairage. Pascal, vous voulez apporter un complément? Très court. Juste pour indiquer qu'au sein de la FNTC, on a un groupe de travail qui s'appelle Identité numérique professionnelle. Que dans ce cadre-là, ce qu'on a fait, c'est qu'il y a un guide, un document de travail sur un cas d'usage. Donc, c'est-à-dire, on est dans le pragmatique, c'est dans le cadre de la facturation électronique, avec la réforme de la facture électronique et le fait qu'on se retrouve avec des process d'authentification fortes. On va avoir cette espèce de bascule entre l'avant et l'après portefeuille européen d'identité numérique à horizon, je crois, 2029, si j'ai bonne mémoire. Mais on a travaillé là-dessus par rapport à des questions autour de la délégation et de déterminer comment on va pouvoir gérer tout ça. Donc, c'est juste pour dire, oui, on attend avec une grande impatience le business wallet, mais on est déjà dans une appréhension de ce qu'est l'identité numérique professionnelle dès aujourd'hui. Donc, il faut pouvoir avoir une idée précise de comment on va gérer tout ça dans l'Europe et la France de demain. Voilà, c'était juste. D'accord. Merci beaucoup, Pascal. Donc, voici les réponses qui étaient importantes sur ce sujet du
du business wallet. Peut-être il nous reste 10 minutes pour prendre quelques questions de l'audience. Je ne sais pas si nous avons des questions peut-être dans le chat. Alors, il y en a pas mal, effectivement. Certaines ont déjà été un petit peu répondues. Merci beaucoup à vous de votre participation et de votre interaction. Peut-être qu'on peut les parcourir. Je vous laisse les parcourir. Quels sont les contingency plans si certaines briques ne sont pas au rendez-vous fin 2026? Oui, donc ça, c'est une question sur, peut-être Romain, est-ce qu'il y a des... Voilà, est-ce que s'il y a des choses qui, par exemple, alors il dit la gestion des certificats, est-ce que si fin 2026, il y a des choses qui ne fonctionnent pas tout à fait, est-ce qu'il y a des situations de repli ou voilà, Je ne sais pas si je suis le plus légitime pour répondre, mais j'ai l'impression qu'il faut plutôt faire en sorte que tout soit là. J'aurais tendance à répondre comme ça. D'accord. Très bien. Anthony Carmois, qui nous saluons, qui répond, d'accord, sur la signature électronique, donc qui confirme que la signature électronique sera bien intégrée en 2026 sur le programme France Identité. Merci Anthony. Donc la question sur le business wallet, là, nous l'avons déjà traité. Les accepteurs, donc les parties utilisatrices, onboarding des nouveaux clients, connexion à des fonctionnalités sensibles, autres types d'interactions numériques. Quelles catégories d'organisations privées seront concernées par ces obligations? Peut-être Pascal, c'est une question pour vous, ça? Vous avez votre micro coupé, Pascal, si vous pouvez. Oh, excusez-moi. Oh, eh bien, oui, tout à fait. En fait, on se retrouve avec le règlement IDAS qui en traite de manière tout à fait spécifique, puisque dans le cadre de l'article 5 septies, on voit qu'on parle d'identification forte de l'utilisateur dans le domaine du transport, de l'énergie, de la banque, des services financiers, de la sécurité sociale, de la santé, de l'eau, des services postaux, des infrastructures numériques, de l'éducation, des télécommunications. Et ça, ce sont celles-ci, c'est dans ce domaine-là qu'on a cette question autour de décembre 2027. D'accord, merci. Donc, vous trouvez les liens sur les guides, notamment les guides de la FNTC, qui nous sont mis par François Ludoyer, que je remercie, Nathalie Launay également, donc qui répond à certaines questions. Alors, une question peut-être sur les attestations. Qui paye pour les délivrances d'une attestation électronique d'attribut, qu'elle soit qualifiée ou non qualifiée? Et comment doivent se rémunérer les fournisseurs d'attestation? Qui est-ce qui peut répondre ça? Je ne sais pas, on ne sait pas encore au niveau du modèle économique, ça va dépendre un peu des définitions. En fait, le modèle économique n'est pas décrit dans le règlement. Ce n'est pas l'objet du règlement. Je dirais que celui qui va payer, c'est celui qui en a besoin, que ce soit l'émetteur de l'attestation qui paye son sous-traitant ou qui finance la mise en place de son système parce qu'il a une obligation réglementaire de le faire. Je ne sais pas si demain on impose aux universités, je ne dis pas qu'il faut le faire ou que ce sera fait, mais de dématérialiser les diplômes. Fatalement, il faudra qu'elle s'équipe ou le consommateur de l'attestation à qui ça facilite un parcours. Je pense à une entrée en relation d'affaires avec un organisme bancaire ou en complément de l'identité, on pourrait consulter tout un ensemble d'attestations diverses et variées liées à la personne. C'est un service qui a une valeur monétaire évidente puisque c'est de la fluidification de parcours et de la lutte contre la fraude. Le seul sujet qui est complexe aujourd'hui, à mon sens, et là, j'avoue que je n'ai pas les réponses, c'est comment on gère cette compensation dans un monde où la partie utilisatrice qui reçoit une attestation la reçoit directement du wallet et potentiellement coupée. On n'a pas de relation directe avec l'émetteur de l'attestation initiale. C'est-à-dire qu'il y a un système de compensation à mettre en place pour que ça fonctionne, qui aujourd'hui n'est pas évident à mon sens. D'accord, merci pour cet éclairage. Alors, vous me direz que je renvoie toujours à la stratégie, mais c'est un des chantiers. La profession, évidemment, à être traité dans le cadre de la stratégie. D'accord. La question des modèles économiques. Et puis, juste pour la petite anecdote, on peut se retrouver avec des entreprises dans le domaine financier, etc., qui peuvent se dire, bah, tiens, c'est intéressant de générer, d'avoir des attestations d'attributs, mais la question, c'est est-ce que je suis prêt à payer l'attestation d'attributs en me disant, est-ce qu'elle pourra être utilisée par ailleurs?
C'est-à-dire que ce soit dans ma relation avec le futur prospect, je suis prêt à financer. C'est ce qu'ils font en ce moment pour des signatures électroniques. Hein, c'est aussi bête que ça. Mais est-ce que je suis prêt à faire en sorte que l'attestation d'attribut puisse être réutilisée dans d'autres cadres? Est-ce que je suis prêt à financer le reste? C'est une vraie interrogation aussi à laquelle on me pose des questions. On me pose vraiment la question de cela. D'accord. C'est une interrogation effectivement qui a un côté économique, mais un côté juridique très fort. Les deux. Voilà. Entendu. Merci beaucoup. On peut avancer. Est-ce qu'une partie utilisatrice devra s'enregistrer? Oui, on l'a dit, hein, ça a été dit. Voilà, on va avancer parce qu'il y a un certain nombre, comme avec la souveraineté, on en a parlé. D'accord, mais écoutez, merci. Je vois qu'il y a 2 questions sous l'onglet questions. Juliette, je ne sais pas si c'est le même que le chat ou s'il y a d'autres. Vous voyez tout en bas à droite, mais c'est peut-être autre chose, je ne sais pas. Non, c'est ça. Alors, c'est les dernières qui sont. Non, est-ce que le délai de fin 2026, question à Norbert, qui oblige chaque État de fournir, s'applique? Donc, vous y avez répondu, je crois, Norbert. Hein, c'est pas tout à fait. C'est pas le même. En fait, il y a une proposition légale qui va être faite. Donc, pour l'instant, les business wallets, c'est pas, je crois, pas encore défini, hein, sauf si je me trompe. Non, le délai pour les business wallets n'est pas encore défini. Voilà. Et puis, peut-on considérer comme un véritable outil de souveraineté numérique pour l'Union européenne face à la domination des grandes plateformes américaines? Ça, c'est une question un peu plus philosophique. Je ne sais pas si soit Norbert, soit vous, Linda, vous l'avez un peu dit dans votre introduction, Linda. Moi, vous avez déjà parlé. Moi, j'ai la conviction que oui. En tout cas, c'est ce qu'on s'attache à faire en reposant sur l'identité numérique régalienne et toute l'infrastructure qu'on met en place. Et après, il ne faut pas se voiler la face. Il y aura des interactions avec ces grandes plateformes et ce sont ces interactions-là qu'il faut absolument cadrer. D'accord. Je vous demanderai pour conclure chacun une phrase très courte, peut-être un mot de conclusion. Peut-être commencer par vous, Norbert, un mot de conclusion sur cette situation du portefeuille numérique européen. Écoutez, Guy, je pense qu'on est sur une très bonne voie d'arriver à l'étape au rendez-vous de l'année prochaine. C'est un projet qui ne cesse d'être ambitieux, ne cesse que pour le pour le business wallet, pour les services de confiance. Il y a beaucoup d'éléments dans ce écosystème qui sont encore à développer. Vous savez que les attestations qui créent un tout nouveau champ d'expression digital n'existait pas encore en réalité. Alors, il faut les construire, il faut les proposer, il faut développer un business case. Et tout ça, je pense, est très passionnant et propose vraiment pour l'industrie européenne des vrais champs d'application. Le wallet, et ça, c'est peut-être une chose que je peux dire, est aussi à notre préoccupation et pour nous, c'est aussi un outil de projeter les valeurs européennes au-delà de l'Europe. On travaille avec beaucoup de régions du monde et il est assez je ne vais pas dire surprenant, mais il est très clair qu'il y a beaucoup de régions du monde qui en fait nous regardent de manière assez intense puisque nous sommes en avant avec ce développement. Il n'y a pas d'autres régions du monde qui proposent un wallet d'identité digitale mené par le public à un haut niveau de sécurité comme nous, on le faisons. Alors, on est en train de définir les standards, les spécifications pour toute une série de wallets qui vont exister aussi dans les autres pays. Merci, Guy. Merci beaucoup, Norbert. Et effectivement, l'Europe est ici tout à fait exemplaire dans cette orientation numérique. Linda, un mot de conclusion sur le portefeuille européen d'identité numérique? Alors, je dirais que ce portefeuille, c'est la démonstration que l'Europe ne fait pas que réguler, mais innove aussi. J'en reviens toujours à nos enjeux de souveraineté numérique, économique aussi. Et puis, à cet enjeu que l'on a, finalement, de proposer des usages qui soient simples
qui soient accessibles aussi au plus grand nombre et qui finalement sont le levier de la transformation numérique. Et surtout, moi je veux vraiment insister sur cette dimension, j'y reviens tout le temps, hein, autour de la souveraineté, mais comme l'a dit Norbert, c'est un projet qui est extrêmement ambitieux, qu'on ne peut pas rater, qu'on ne ratera pas. Moi, je veux aussi vraiment rassurer en fait, toutes les personnes qui participent aujourd'hui à ce webinaire, saluer ce genre d'initiative qu'il faut vraiment répéter. 2026 va aussi être une année cruciale. On va atterrir sur la stratégie, on va avancer sur sur l'implémentation, le développement, sur la certification. Enfin, moi, je n'ai pas de doute, en tout cas, que la France sera au rendez-vous du wallet, et même on y travaille au niveau européen. Participer en fait à la réussite d'autres États qui sont peut-être moins avancés que nous. Donc, je pense que. Merci beaucoup, Linda. Donc, je retiens innovation, souveraineté et inclusion de tous dans le wallet. Merci. Romain, un mot de conclusion de votre part? Oui, bien sûr. Alors, je souscris à ce qui a été dit par Norbert et Linda. J'ai essayé de trouver autre chose à dire, mais fondamentalement, moi, ce que j'aimerais dire et laisser là comme phrase, c'est qu'il faut être optimiste, hein, il faut y croire. C'est vraiment un beau projet, extrêmement ambitieux, ça a déjà été dit, unique au monde, je pense. C'est pas simple de se dire qu'on va faire interopérer des identités numériques dans 27 États différents, avec des réalités culturelles, sociales, technologiques distinctes. Et aujourd'hui, ce que j'en observe, c'est qu'on a une conjugaison d'une volonté politique forte, c'est indéniable, et qui se renouvelle. On le voit avec ce nouveau sujet du portefeuille européen d'entreprise qui arrive, alors qu'on n'a même pas encore atterri sur le portefeuille européen d'identité numérique, mais justement parce qu'on a déjà perçu qu'il y avait un décalage par rapport aux attentes des entreprises. Donc il y a une volonté politique extrêmement forte. On voit une volonté des États d'avancer, alors chacun avec ses capacités, sa volonté. Moi, je partage le fait que la France a vraiment une posture exemplaire, à la fois au travers du développement de solutions, mais également via toute une démarche d'animation de l'écosystème. Enfin, c'est pas neutre, une agence comme France Titre porte un projet comme Potential puis Aptitude, porte une démarche d'interopérabilité pour des événements Unfold. Enfin, il y a vraiment une volonté de construire au niveau européen et pas juste de rester chez nous au niveau national et de sortir notre propre solution. Et je vois également vraiment une mobilisation de tous les acteurs privés, de beaucoup d'acteurs privés qui vont de la petite start-up de 5 personnes qui ont envie de faire des choses, pourquoi autour du wallet, mais qui y vont, jusqu'à des gros acteurs presque institutionnels qui se mobilisent et qui ont perçu que c'était un sujet stratégique. Et donc, pour conclure, effectivement, il reste beaucoup de choses à faire sur 1 an, sur 2 ans, à tous les niveaux, stratégiques, tactiques, opérationnels. Mais je suis assez convaincu qu'on va y arriver et il faut y croire. Merci beaucoup, Romain. Merci bien. Pascal, un mot de conclusion aussi de votre part? Beaucoup de choses ont été dites. C'est toujours difficile d'arriver en dernier par rapport à ça. Mais ce que je peux dire, c'est que ce qu'il y a d'important en ce moment, tout ce qu'on vient de se dire est tout à fait exact. Et je voudrais aller un petit peu plus loin que Romain par rapport aux entités privées. Je crois que si les entités privées voient l'opportunité que constitue le portefeuille européen d'identité numérique dans la fluidification de leur parcours, etc., je pense que cela aura un impact sur l'ensemble, sur l'appréhension par l'ensemble du grand public. On ne peut pas les négliger. On ne peut pas les négliger et je pense que ce serait une erreur. Et d'ailleurs, ce n'est pas ce qui est fait, on est bien d'accord, mais je pense qu'il y a une encore plus grande collaboration à avoir, notamment entre les différents acteurs et la Fédération des tiers de confiance du numérique que je représente. Et je pense que là, on pourra encore avancer un peu plus dans ce défi qui est à la fois business et citoyen. Voilà. Merci beaucoup, Pascal. Merci. Et Pascal, je n'oublie pas votre question sur le lien entre le paiement et l'identité. Je ne vais pas y répondre immédiatement parce qu'on arrive au bout de cette visioconférence, mais je vous donne rendez-vous, ainsi qu'à l'ensemble de nos auditeurs, au 31 mars à Lille pour une journée de conférence de l'ID Forum qui s'intitule « Comment l'identité et le paiement redessinent l'accès aux services numériques ». Ce sera le thème principal de la journée, de nos conférences.
et nous aurons des tables rondes spécifiques, notamment sur la question de la convergence entre l'identité et les paiements. Et c'est une question fort complexe pour l'avoir touchée. Il y a de nombreux défis, il y a aussi de nombreuses possibilités d'évolution, et également aujourd'hui les débuts de solutions agentiques qui nous promettent, avec l'intelligence artificielle, qui nous promettent aussi des solutions plein d'innovations dans ces domaines. Donc, on en reparlera pendant cette journée. Je vous donne rendez-vous à tous à Lille. Il y aura d'autres sujets, l'expérience client, la gestion des identités dans les entreprises, la KYC, les réponses aux fraudes qui menacent de plus en plus les personnes physiques comme les personnes morales. Voilà, et bien d'autres sujets. Je voudrais vous remercier tous et particulièrement chaleureusement nos orateurs. Je vous remercie beaucoup, Norbert, d'avoir pris le temps d'être avec nous ce matin. Un grand merci à vous et au service de la Commission européenne. Merci de même à l'administration française et à vous, Linda de Bernardi, d'avoir pris le temps d'être avec nous. Merci, Romain Santini, merci beaucoup. Merci à vous, Pascal Agosti. Merci à l'ACN et à la FNTC qui nous accompagnent dans cette visioconférence. Je vous donne rendez-vous donc à très bientôt pour les nouvelles actualités de l'ID Forum et bonne journée à tous. Merci Guy, merci à toutes et à tous. Merci, au revoir. Merci à tous.